Mon partage d'écran fonctionne du coup. Oui, parfait. Oui, c'est bon, c'est Merci. Impec. Je sais plus, il y avait aussi Ayoub, non? Est-ce qu'il est là, Ayoub? Sur les partages d'écran, en particulier sur les manipulations de portail, pour juste être sûr que les manipulations qu'on va monter sont fluides, qu'on tombe bien sur les bons documents qu'on veut joindre dans le formulaire, etc. Pour pas perdre de temps dans la préparation. Je crois qu'on est bon. Alors, il y avait une cinquantaine d'inscrits, on est à la moitié, il y a 25 personnes présentes. On va encore attendre une petite minute, enfin quelques petites minutes, pardon. Tout le monde a le son coupé. Attends. Ah, bonjour, Ayoub. Bonjour Ayoub. Est-ce que tu veux tester, juste avant qu'on commence, parce qu'il est 9h30, est-ce que tu peux tester tes partages d'écran? C'est juste voir si ça marche, hein. Normalement, il n'y a pas de souci, mais c'est la checklist de démarrage. Ah, aussi Marie. Marie, vous avez... Ah non, c'est Aurélie qui fait le partage d'écran? Ok. Les micros sont tous ouverts pour les collègues qui doivent parler. Ouais, c'est tout bon. Et quand tu fais choisir un fichier, Ayoub, tu tombes bien sur le dossier dans lequel tu as tes documents d'exemple? C'est tout bon? Ayoub, ouais, c'est tout bon pour toi? Allez, on est une quarantaine, on va bientôt commencer.
Ouais, c'est tout bon? Ayoub, c'est bon? Ah, je t'entends pas par contre, Ayoub, t'as ton micro fermé. Si tu peux, ouais, si tu peux juste enlever le partage d'écran, on va pouvoir commencer, on va commencer par les concours. Ok. Allez, c'est parti. Je vous propose de démarrer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, vous êtes tous très nombreux, donc c'est toujours très sympa. Si jamais vous avez des collègues qui ne peuvent pas assister à la visio, sachez que le replay sera disponible dans la journée. Donc, au menu aujourd'hui, en fait, de cette visio 1 heure pour tout savoir. Tout le monde m'entend bien? Oui, c'est tout bon? Ouais. Donc au menu aujourd'hui, pardon, de cette visio 1 heure pour tout savoir, on a le recensement et l'organisation des concours, donc avec Pauline et Juliette qui vont parler de ça. L'organisme de formation, parce que le CDG 88 est organisme de formation depuis peu, on va vous l'expliquer avec Marie et Aurélie. Les maladies professionnelles, le CITIS, c'est Charline et Sophie. Donc destin croisé entre l'assurance statutaire et les instances médicales. Et les missions temporaires, une petite présentation des manipulations sur le portail avec Ayoub et David, c'est toujours bon. Et puis ensuite, l'adhésion à l'action sociale, c'est le sujet du moment avec Océane. Donc je crois que tous les collègues sont prêts, on s'est mis d'accord, c'est Pauline qui va déjà vous présenter son sujet. Juste quelques toutes petites infos que je reprendrai aussi peut-être à la fin, juste pour vraiment vous répéter ça. On a une enquête de satisfaction annuelle qui est en cours. Vous avez dû recevoir des mails, c'est en première page du site internet. C'est un exercice un petit peu contraignant, on va dire ça comme ça, mais on a vraiment, vraiment besoin de vos retours. Alors, toujours pareil, des retours positifs ou négatifs. On a aussi vraiment besoin des retours négatifs de ce qu'on pourrait améliorer. Si vous nous dites rien, on ne pourra pas trop s'améliorer ou pas assez vite. Donc, n'hésitez pas vraiment à compléter cette enquête. Ça dure quelques minutes, moins de 10 minutes. Et bien sûr, on est friand de toutes vos remarques, demandes d'amélioration. Donc, vous pourriez faire. Dans les autres petites informations, on a une date qui est souvent, qui est assez prisée en fait des collectivités. Il s'agit du Grand Est Open 88. Donc pour ceux qui n'y étaient pas ou qui ne connaissent pas, on utilise le tournoi international de tennis WTA pour organiser un colloque, un événement avec toutes les collectivités dans le cadre du parc thermal de Contrex. Et là, on vous prépare quand même des nouveautés. Le format va être un petit peu nouveau sur la base d'une multitude d'ateliers certainement. Donc voilà, on va changer un petit peu le format. Il y aura toujours autant de convivialité, de soleil et de tennis. Et toujours plus d'échanges, mais avec un format moins magistral. Vous allez pouvoir faire votre petit programme sur la journée, donc du mercredi 12 juillet. Les inscriptions ne sont pas ouvertes, mais je pense que vous pouvez inscrire la date sur votre calendrier et vous inscrire assez rapidement dès qu'on les lance, parce qu'il y a à peu près 120 places, je crois, sur cet événement-là. Et donc, les places sont assez chères, donc n'hésitez pas à vous inscrire dès que ça ouvrira, je pense, aux alentours de la fin mai, début juin. Donc, mercredi 12 juillet, on vous attend. Venez avec vos élus aussi. On a souvent des remarques, des secrétaires qui disent c'est bien, mais il faut inviter les élus. Les élus sont invités, donc il n'y a pas de problème. Et puis un dernier mot avant de commencer avec Pauline sur les réunions trimestrielles d'information. Vous savez qu'on fait des visionnaires pour tout savoir, parce que vous êtes connectés, mais aussi on décline systématiquement des réunions en présentiel sur 3 lieux du département, donc secteur Plaine, secteur Épinal et secteur Saint-Dié. Donc là, ce sera les 6, 7 et 13 avril. Donc là aussi, vous allez avoir une communication très rapide parce que la date approche quand même. Le 6 avril, secteur Épinal. Le 7 avril, je crois que c'est à Aulnoy, donc c'est le secteur Plaine, si je ne dis pas de bêtises. Et le 13 avril, le jeudi 13 avril, eh bien, ce sera, si je ne dis pas de bêtises, à Sainte-Marguerite, donc secteur Déodacie le 13 avril. Voilà pour mes petites infos. Je vous laisse entre les mains de Pauline Fraisse, donc, parce que oui, Juliette n'est pas là, mais c'est Pauline qui se charge de vous présenter la thématique concours. Je crois qu'on va parler de recensement, d'inscription, tout ça. Et, à vous, Pauline, c'est parti. Alors, on ne vous entend pas par contre. Pauline, il faut ouvrir votre micro. Alors,
de la com. C'est bon. J'ai été débloquée, c'est tout bon. Donc bonjour à tous. Donc oui, effectivement, on va parler un petit peu donc des concours et des recensements. Donc je vais vous partager mon écran pour vous montrer. Alors, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Normalement, oui. C'est tout bon. Ok, parfait. Alors, on va commencer du coup par le recensement, le cadre général du recensement. Donc, au niveau du recensement, c'est bien le centre de gestion des Vosges qui procède au recensement des besoins auprès des collectivités et des établissements publics pour actualiser le calendrier prévisionnel des concours et des examens. Donc, ce recensement des besoins est une procédure indispensable puisqu'elle va permettre au centre de gestion d'évaluer les perspectives de recrutement futur des collectivités. Donc, les recensements effectués vont ainsi permettre de déterminer à la fois l'opportunité d'ouvrir ou pas certains concours, mais aussi de fixer le nombre de postes à ouvrir. Donc, c'est quelque chose de très important. Petit rappel, les recensements que vous effectuez n'ont pas d'incidence, que ce soit sur votre tableau des effectifs, sur les éventuelles déclarations que vous faites sur le logiciel Bourse de l'emploi. C'est vraiment déclaratif. Et donc, les recensements ne constituent pas non plus un engagement quant aux décisions ultérieures de nomination que vous pourriez effectuer. Alors, ce temps de recensement des besoins, c'est aussi l'occasion en interne de recueillir et de cibler vos besoins. Donc, certes, il peut être difficile de savoir si vous allez ou non recruter, nommer sur des concours, mais du coup, une estimation peut être réalisée en anticipant certains événements. Ça peut être, par exemple, la création d'un poste, un départ à la retraite ou encore un agent dans vos services qui souhaite préparer les concours. Par contre, attention, le nombre de postes que vous déclarez doit correspondre au nombre de nominations que vous envisagez et non pas au nombre d'agents qui souhaitent passer un concours dans votre collectivité. Donc, pour faire le recensement, comment faire? C'est tout simple. Vous allez tout simplement sur le site internet du centre de gestion et vous cliquez sur l'icône en haut à droite, outils collectivité, puis sur recensement concours. Donc, vos identifiants pour vous connecter sont les mêmes que ceux utilisés pour vous connecter à Agir. Si vos codes sont préenregistrés sous Agir et que vous ne les avez pas notés, pas de panique, on pourra vous les renvoyer. Donc, vous pouvez déclarer vos besoins sur le logiciel tout au long de l'année. Il n'y a pas une période calendaire pendant laquelle les recensements peuvent être déclarés. Vous pouvez le faire tout au long de l'année. Si vous n'avez pas de poste à déclarer, il est très important de le mentionner en cliquant sur « Pas de poste à déclarer », le petit onglet en rouge. Par contre, si vous avez un ou plusieurs postes à déclarer, il faudra donc cliquer sur l'onglet en vert « Nouveau ». Donc, si vous avez des postes à déclarer, vous allez avoir cette petite page qui s'ouvre avec certains éléments à compléter. C'est assez rapide. Vous viendrez tout simplement préciser la date à laquelle vous déclarez votre besoin. La nature, donc la nature, c'est quoi? C'est le concours ou l'examen qui est concerné. Donc, c'est le listing est fait par grade et la quantité, c'est-à-dire le nombre de postes concernés. Si vous avez, par exemple, 3 postes de rédacteur à déclarer, vous pouvez faire une seule saisie. Par contre, si vous devez déclarer aussi un poste d'adjoint administratif principal 2e classe, là, il faudra faire une nouvelle saisie en cliquant à nouveau sur le bouton déclarer. Pour suivre l'état de traitement de vos recensements par le centre de gestion, donc des Vosges, par nos services, vous avez une petite échelle de légende. Donc, quand votre recensement est à l'état N, la première légende, ça signifie que votre déclaration a bien été communiquée sur le logiciel, mais que vous pouvez encore la modifier. Quand elle passe à l'état T, donc transférée, vous recevez une petite alerte. Ça signifie que votre déclaration a bien été transférée au centre de gestion, mais qu'elle n'est plus modifiable en ligne. Donc, si vous souhaitez faire des modifications, il faudra nous contacter directement. Et V signifie que votre déclaration a bien été validée et communiquée au centre de gestion organisateur. Donc là, pareil, vous recevez une petite alerte de l'état d'avancée du traitement de votre recensement. Alors, un petit focus sur les inscriptions à concours. Pour s'inscrire à un concours, rendez-vous sur concours-territorial.fr. C'est le portail national pour retrouver tous les concours de la fonction publique territoriale et pour s'inscrire.
Donc, pourquoi la création de ce portail? Les centres de gestion et le CNFPT, dans le cadre de leur mission donc d'organisation des concours et examens, CNFPT parce qu'il organise les concours de catégorie A+, comme administrateur par exemple, sont à l'origine donc de la création de ce portail. Sa création répond à triple objectif: promouvoir l'emploi public, renseigner les personnes qui souhaitent intégrer la fonction publique territoriale et s'inscrire, et accompagner l'évolution professionnelle des agents. Donc, le site concours territorial constitue la porte d'entrée pour s'inscrire au concours. Et c'est également un outil nécessaire à la mise en œuvre des limitations d'inscription. Puisque, comme prévu par le Code général de la fonction publique, les candidats à un concours organisé par plusieurs centres de gestion, dont les épreuves ont lieu simultanément et qui permet l'accès à un emploi d'un même grade, ne peuvent pas figurer sur plusieurs listes des admis à participer, quelles que soient les voies d'accès à ce concours, donc que ce soit en externe, en interne ou en troisième voie. Donc, le site concours territorial, c'est vraiment un outil en plus qui facilite la recherche des concours. Je vous ai fait quelques petites captures d'écran. Vous pouvez en fait filtrer votre recherche à la fois par votre situation à vous, si vous êtes déjà fonctionnaire ou pas encore fonctionnaire, par votre niveau de diplôme, par la catégorie du concours que vous recherchez, donc si on est sur du C, du B, du A ou de l'A+, par la filière recherchée, donc administrative, technique, animation, ou encore directement par le grade recherché. Donc c'est plutôt simple à utiliser. Vous retrouvez également sur le site concours territorial le calendrier complet des concours et des examens professionnels. Donc, vous retrouvez toutes les échéances. Donc là, je vous ai fait un petit focus qui est non exhaustif, mais sur les concours qui sont actuellement ouverts. Donc, vous retrouvez par exemple le concours d'ATSEM, principal deuxième classe. L'inscription en ligne est ouverte jusqu'au 19 avril. Vous avez également le concours d'animateur et d'animateur principal deuxième classe, avec des inscriptions ouvertes jusqu'au 12 avril, et le concours d'aide-soignant de classe normale avec des inscriptions ouvertes jusqu'au 19 avril. Donc là, c'est un focus non exhaustif, mais ce sont les concours les plus rapprochés. Alors, un petit rappel également sur l'organisation des concours à proprement parler. Donc, le Centre de gestion des Vosges n'est plus juridiquement organisateur de concours. Mais malgré tout, les épreuves, elles restent organisées pour tous les candidats et bien entendu également pour les candidats vosgiens. Donc, par convention sont prévues les modalités d'organisation des concours entre le Centre de gestion des Vosges et in fine les collectivités qui nous sont affiliées et les centres de gestion organisateurs. Puisqu'en effet, le Centre de gestion des Vosges coopère au niveau régional ou interrégional, donc ça dépend de la catégorie du concours, pour l'organisation des concours, que ce soit de catégorie A, B ou C. Donc là, un rappel très important sur les inscriptions à concours. Il est impératif de rappeler à votre agent, quand il s'inscrit à un concours, de bien sélectionner le centre de gestion organisateur avec lequel le Centre de gestion des Vosges a conventionné. Puisque, comme stipulé dans le Code général de la fonction publique, en l'absence d'une convention passée, en application du premier alinéa, les collectivités et établissements qui nommeraient un candidat inscrit sur une liste d'aptitudes établie par un centre de gestion auquel ils ne sont pas affiliés lui remboursent pour chaque candidat nommé une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapporté au nombre de candidats déclarés aptes par le jury. Donc, si vous ne voulez pas recevoir une facture à la nomination d'un agent, conseillez-lui bien de s'inscrire auprès du centre de gestion avec lequel on a conventionné. Ce n'est pas le cas, Pauline. Effectivement, il y a des coûts qui peuvent être assez importants. De mémoire, on a des ATSEM qui sont allés passer le concours en en Ile-de-France ouais. avec brio, parce qu'elles ont réussi les épreuves. Elles ont été inscrites sur liste d'aptitude. Et la facture est assez salée, on va dire, puisque ça avoisine les 2 000 € par candidat. Donc, c'est pour et donc, voilà. Donc ça, le CDG ne pourra pas financer ce coût-là si l'agent n'est pas allé dans le département indiqué pour le Grand Est. Alors, je ne sais plus, ça doit être la Moselle ou le Haut-Rhin, je ne sais plus exactement quel est l'organisateur.
De toute façon, les organisateurs, je vous ai mis des renvois en dernier slide. Là, on est sur l'avant-dernière. Je vous ai mis un renvoi sur le calendrier qui est mis en ligne sur le site du centre de gestion, et vous retrouvez du coup la liste des centres de gestion avec lesquels on a conventionné, et on le met à jour régulièrement en fonction, voilà, des conventions qui sont passées avec les différents centres de gestion. Donc, un dernier petit focus sur les listes d'aptitudes. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Tout le RAD concours est inscrit sur une liste d'aptitudes qui est valable 2 ans, mais un agent peut renouveler son inscription 2 fois 1 an à sa demande. Et une inscription peut être prolongée dans certains cas, les congés parentaux, par exemple, l'accomplissement d'un mandat, etc. C'est non exhaustif. Donc, avant de procéder au recrutement d'un lauréat de concours, pensez à bien vérifier qu'il est toujours bien inscrit sur la liste d'aptitudes qui correspond au grade sur lequel vous souhaitez le recruter. Puisque, en effet, les listes d'aptitudes à un grade, elles comprennent à la fois les lauréats de sessions de concours précédentes. Il suffit que leur inscription ait été prolongée ou qu'il n'ait pas trouvé de poste, plus les lauréats du dernier concours organisé. Donc voilà, il peut y avoir des situations un petit peu différentes, des dates de validité différentes. Donc rapprochez-vous bien du centre de gestion qui gère la liste d'aptitudes pour être sûr qu'il est toujours bien valablement inscrit. Et si vous procédez à la nomination d'un lauréat, il faudra bien adresser son arrêté de nomination au centre de gestion qui gère la liste d'aptitudes. Et donc là, je vous ai mis les petits renvois vers les sites utiles. Vous avez à la fois le renvoi vers le logiciel concours et surtout la notice complète, le pas à pas pour effectuer vos recensements. Je vous ai mis aussi le lien pour retrouver le site concours territorial, et je vous ai mis du coup également le renvoi vers le calendrier concours et examen professionnel mis en ligne sur le centre de gestion pour retrouver les CDG organisateurs. Et donc là, vous retrouvez donc nos coordonnées, que ce soit moi ou ma collègue Juliette Lang. Vous pouvez nous recontacter par mail, et je vous ai mis également nos lignes directes respectives. Voilà. J'ai essayé de faire assez condensé pour que ça tienne dans le délai imparti, mais si vous avez des questions, on reste disponible. Voilà. J'en ai terminé. T'entends, David? Moi, j'entends plus rien. On vous entend, mais c'est Frédéric qu'on n'entend pas, en fait. Ah oui, parce que j'entendais pas et David entendait. Je ne sais pas. Si vous n'avez pas de questions, sinon on continue. Bon, on passe à l'organisme de formation. Oui. Vous m'entendez à nouveau? Oui. Alors, en fait, on a continué. S'il n'y a pas de questions, en fait, on se disait qu'on pouvait passer à l'organisme de formation. Je vais m'excuser pour cette petite coupure et une mise à jour du pilote de mon haut-parleur qui a brouillé les pistes. Allez-y, continuez. Donc, l'organisme de formation par Aurélie et Marie. Oui. Allez-y, c'est parti. Alors, bonjour à tous. Donc, depuis le 31 janvier 2023, on est donc devenu organisme de formation. Alors, vous allez me dire quel est l'intérêt de devenir organisme de formation alors qu'il y a le CNFPT. Alors, en fait, le but, c'est pas du tout de faire de la concurrence au CNFPT. Nous sommes plutôt dans une logique de partenariat avec le CNFPT. Et souvent, on s'est rendu compte qu'ils font appel à des intervenants extérieurs du privé, alors que nous, nos agents, en fait, en interne, on pourrait très bien faire ces formations. Alors, pourquoi être organisme de formation? Tout d'abord, c'est une volonté de notre président, en fait, une volonté forte. Il s'est rendu compte que l'offre de formation sur notre territoire était incomplète.
Il a décidé de mettre l'expertise de ses équipes au service des collectivités et développer en fait les compétences, enfin développer des formations qui peuvent répondre en fait aux besoins spécifiques, voire techniques, de la fonction publique territoriale. De plus, en fait, cette offre de formation va permettre aux agents de monter en compétences et d'être à l'aise sur leur poste, mais aussi de travailler leur mobilité, en fait. Et travailler leur mobilité, ça va également développer l'attractivité de la fonction publique territoriale, puisqu'en fait, un agent qui monte en compétences est plus à l'aise sur son poste, et ça permet en tout cas de le garder dans votre collectivité. Il aura toutes les cartes en main pour soit rester, soit évoluer. Enfin, voilà. Donc ça peut être quelque chose de très positif. Au niveau des formations, donc nous proposons déjà des formations comme la prévention des risques liés à l'activité physique, des formations sur la santé, sécurité au travail, sur le management, la gestion des ressources humaines, et nous développons également des formations à destination des élus. Le but également, voilà, c'est proposer des formations innovantes, c'est-à-dire des formations qui seront sur mesure. C'est vous qui ferez le programme, en fait, et le centre de gestion vous proposera une formation vraiment calquée sur vos besoins. Pour aller plus loin, nous allons également passer la certification Calliope d'ici l'été. Alors en bref, Calliope, qu'est-ce que c'est? Ça comprend à peu près une trentaine d'indicateurs qu'il faut respecter pour avoir la certification. C'est un peu comme une norme, hein, on est déjà ISO 9001. Et le but en fait avec cette habilitation, avec cette certification, c'est de montrer qu'on respecte toutes les conditions pour être un bon organisme de formation, aussi bien dans le contenu de nos formations que dans l'organisation. Donc, il y a à peu près une trentaine d'indicateurs. Alors, pourquoi passer cette certification? Tout d'abord, en fait, c'est pour répondre à des appels à projets et des appels d'offres sur des actions de formation. En fait, on va pouvoir aller récupérer les financements de Pôle emploi, par exemple, de la région, de l'État, voilà, pour pouvoir en tout cas financer des formations. Alors, des formations à destination des demandeurs d'emploi, par exemple, mais c'est toutes les personnes en fait qui souhaitent intégrer la fonction publique territoriale. Donc, ça peut être aussi bien des demandeurs d'emploi que des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Et c'est un cercle vertueux puisqu'en fait, les actions de formation vont pouvoir promouvoir la fonction publique territoriale. On va pouvoir développer l'attractivité de la fonction publique territoriale qui est quand même assez en mal en ce moment. Voilà. Donc, comment le CDG va s'y prendre? On a une vingtaine d'agents qui vont être formés à partir d'avril à une formation de formateurs. Donc en fait, ils sont experts de leur domaine, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément toutes les compétences, ou ils ont peut-être déjà des parties de compétences de formateurs. Donc le but de cette formation, ça va être de les monter en compétences sur tout ce qui est création d'une formation, la construction, mais également l'animation de la formation. Et tout ça avec un cadre de qualité, puisqu'en fait, comme le but c'est d'être certifié Calliope, on va pouvoir être encadré dans un processus de qualité. Voilà un petit peu. Alors je ne sais pas, Marie, si tu veux rajouter des choses sur l'organisme de formation, si j'ai tout dit. Il me semble que tu as été assez complète. Après, si vous avez des questions, on peut y répondre. Oui, concernant le lien avec le CNFPT, donc on peut tout à fait, parce que c'est vrai que vous savez peut-être, mais le CNFPT utilise soit des cabinets privés, l'offre privée, soit aussi ce qu'ils appellent des intervenants en régie, c'est-à-dire le plus souvent des agents de collectivité ou d'autres fonctionnaires. Donc nous, l'idée, c'est aussi sur la partie RH, parce qu'on fera pas de formation en dehors de nos domaines de compétences CDG. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi de proposer en fait au CNFPT d'intervenir. Je vous donne un exemple assez concret. Aujourd'hui, on a des formations obligatoires pour les membres des formations spécialisées, les ex-CHSCT. L'idée est quand même d'orienter ces formations sur les agents du CDG en fait qui accompagnent au quotidien tous les membres des CHSCT, celui du CDG, mais aussi ceux des formations spécialisées, des instances paritaires pour les collectivités de plus de 50 agents, pour éviter en fait d'avoir des intervenants de cabinets privés qui, eux, ne connaissent pas les spécificités de la fonction publique sur ce domaine-là. Donc là, c'est aussi un élément déclencheur. On est mieux positionné qu'une offre privée puisqu'on sait de quoi on parle et on sait à qui on parle puisqu'on a déjà des relations tout au long de l'année sur, par exemple, cet exemple-là des membres du CHSCT, enfin, formation spécialisée en santé, sécurité, conditions de travail. Je pense que c'était juste pour préciser et donner une illustration, en fait, entre autres, de pourquoi on se lance là-dedans et la formation, mais je crois qu'Aurélie l'a dit,
C'est aussi beaucoup sur la mobilité. On s'aperçoit que dans les accompagnements à la mobilité professionnelle, on a aussi beaucoup besoin de formation. Et là, pour le coup, notre organisme de formation va essayer d'être très réactif aussi pour répondre aux contraintes de temps sur des formations pour une personne qui veut exercer son droit à la mobilité. C'est ça, Aurélie? Oui, Ok. c'est ça. Est-ce que c'est tout bon? Voilà, c'est juste une petite information, une petite séquence. Est-ce qu'on passe à la suivante? A priori, il n'y a pas trop. Alors, si, il y a une question. Savez-vous déjà la période pour proposer la formation obligatoire CST? Ça sera bientôt. Non, on est vraiment en train de voir ça. C'est une question de. Au niveau du lancement, on attend en fait l'obtention d'un agrément pour ces formations-là, donc par la DRETS, je crois. Donc, dans l'attente, parce qu'il ne devrait pas y avoir trop de problèmes pour l'obtenir, cet agrément. Donc, on espère dès le printemps, dès le mois de, on va dire le mois de mai, pouvoir mai-juin, pouvoir faire les premières réunions de formation. On va déjà commencer d'ailleurs par les membres du CHS, enfin de la formation spécialisée du CDG. Donc voilà, on va vous tenir au courant vraiment très rapidement ces prochains jours ou prochaines semaines. Mais c'est quand même à court terme au niveau de ces formations spécialisées, puisque le texte nous invite quand même à faire ces formations dans les 6 premiers mois du mandat, en gros avant les vacances d'été. Donc là, il faut quand même que l'on se positionne assez rapidement. Voilà. En tout cas, on a tout pour faire. On a les personnes spécialisées et puis on a aussi le public, hein, parce qu'on est au quotidien avec les membres de ces formations spécialisées. Donc du nouveau bientôt. Est-ce qu'on passe au sujet suivant? Le sujet suivant qui était, donc si on reprend l'ordre, initial, c'était, attends, je reprends mes notes. Donc c'est tout ce qui est maladie professionnelle, c'est ça, Charline et Sophie. Donc Charline des instances médicales et puis Sophie au niveau de l'assurance statutaire, puisque les deux services sont concernés. Je vous laisse la parole, vous y allez. Mon écran, vous me dites si c'est bon? C'est bon pour vous? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est tout bon. Ouais. Alors bonjour à tous. Donc effectivement, je vous fais une présentation en collaboration avec Sophie, donc Sophie qui est au niveau du service d'assurance statutaire et donc moi-même au niveau du service des instances médicales. Donc quelques rappels ou quelques nouveautés pour certains sur le congé pour invalidité temporaire imputable au service relatif aux maladies professionnelles. Donc juste pour rappeler le cadre juridique, donc il y a eu la création par l'ordonnance 2017-53 du 19 janvier 2017, une modification par rapport au congé pour maladie professionnelle, intégrée à l'article 21 bis de la loi 83-134, la suppression des anciennes références au congé imputable. Donc on n'appelle plus un congé pour maladie professionnelle ou accident de service, ça s'appelle un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Et donc tout ça, ça a été intégré dans le décret 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au CITIS dans la fonction publique territoriale. Donc le CITIS, il peut être accordé aux fonctionnaires, aux titulaires et stagiaires qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale, donc la CNRACL, pour les agents qui occupent un poste à temps complet ou au moins égal à 28 heures, qui se trouvent en position d'activité et qui font la demande en respectant des formes et des délais. Donc je reviendrai un peu plus tard dans la présentation sur les formes et les délais. Donc petit rappel sur la définition de la maladie professionnelle. Donc la maladie professionnelle résulte de l'exposition prolongée à un risque professionnel ou d'une intoxication lente sous l'effet répété de certaines substances ou émanations au contact desquelles l'agent est exposé de façon habituelle dans ses activités professionnelles. Donc on parle bien d'une exposition prolongée, à contrario d'un accident de service où c'est un fait soudain. Et donc ce sont les tableaux des maladies professionnelles annexés au Code de la sécurité sociale qui recensent les affections reconnues comme telles, mais sous certaines conditions, des maladies n'y figurant pas peuvent également être prises en charge. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu les tableaux de maladies professionnelles, je vous ai mis un petit exemple avec la MP 57A,
Donc c'est la maladie professionnelle pour laquelle voilà, on a le plus grand nombre de dossiers, en tout cas au niveau de la fonction publique territoriale. Donc on voit bien dans la première colonne la désignation des maladies. Donc là, c'est au niveau de l'épaule. On a 3 maladies qui peuvent être reconnues en maladie professionnelle. Ensuite, le délai de prise en charge. Et enfin, la liste limitative des travaux qui sont susceptibles de provoquer les maladies qui sont listées dans la première colonne. Au niveau des catégories de maladies professionnelles, en fait, on regroupe 3 cas possibles de maladies professionnelles. Le cas numéro 1, la maladie, elle est inscrite au tableau du Code de sécurité sociale et satisfait à l'ensemble des critères du tableau. Donc, elle est visée au tableau, le délai de prise en charge est respecté et l'agent effectue bien la liste limitative des travaux qui peut entraîner cette pathologie. Donc, pour que ça soit plus concret, je vous ai mis un petit exemple qui rentre dans le cas numéro 1, donc la MP57A, tendinopathie de l'épaule, pour un agent d'entretien qui effectue principalement des travaux de nettoyage de vitres. À ce moment-là, il y aura une reconnaissance de la maladie professionnelle puisque tous les critères sont remplis au niveau du tableau. Le deuxième cas possible pour la maladie professionnelle, la maladie est inscrite au tableau du Code de la sécurité sociale, mais elle ne satisfait pas à l'ensemble des critères du tableau. Donc, dans mon exemple, c'est une MP 98, donc c'est ce qui concerne la région du rachis lombaire, affection chronique du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes, comme par exemple pour une sciatique, pour un agent qui est ATSEM. La liste limitative des travaux susceptibles d'engendrer cette affection au niveau du rachis lombaire ne correspond pas en totalité à la liste limitative des travaux que peut effectuer une ATSEM. Ce n'est pas pour autant que ça ne pourra pas être reconnu, mais en tout cas, ça ne satisfait pas l'ensemble des critères lorsqu'on fait la première étude de ce cas. Pour le cas numéro 3, la maladie n'est pas inscrite au tableau du Code de la sécurité sociale. La maladie qu'on rencontre le plus souvent dans ce cas numéro 3, c'est le burn-out. Elle ne figure pas au tableau des maladies professionnelles. Au niveau de la procédure pour le CITIS, donc première chose, ça démarre par la demande de l'agent. Votre agent va vous adresser la déclaration de sa maladie professionnelle, sa demande écrite, accompagnée d'un certificat médical initial qui sera complété par un médecin. En règle générale, c'est le médecin traitant qui complète ce formulaire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va rencontrer régulièrement l'agent pour cette même pathologie et qui, au bout d'un certain temps, va poser le diagnostic éventuel d'une maladie professionnelle. Dans un deuxième temps, la collectivité va demander un avis médical. L'avis médical, il est obligatoirement demandé au médecin de prévention. C'est vraiment le premier acteur à solliciter lorsque votre agent vous dépose une demande de maladie professionnelle et son certificat médical initial. Vous allez demander la visite auprès du service de médecine préventive du centre de gestion si vous êtes adhérent chez nous ou auprès de votre service de médecine du travail. Ensuite, le médecin de prévention va recevoir l'agent et il va étudier la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Il va effectuer un examen clinique, il va regarder le type de pathologie, il va étudier les tableaux de maladie professionnelle et à la suite de ce rendez-vous, il va déterminer si l'agent se trouve dans le cas numéro 1, le 2 ou le 3, donc les 3 cas que je vous ai présentés auparavant. Dans un troisième temps, moi je vais recevoir donc le rapport du médecin de prévention où sur ce rapport, il va cocher en fait si l'agent se trouve dans le cas numéro 1, 2 ou 3. À la suite de ça, moi je vais vous envoyer en fait le retour du médecin de prévention et je vais vous accompagner sur la procédure à suivre selon le cas où se trouve votre agent. Et je vais vous envoyer également les modèles d'arrêté à prendre selon le cas de votre agent. 2 possibilités de procédure selon les cas de maladie professionnelle. Donc, dans le premier cas, donc je rappelle, la maladie est inscrite au tableau et tous les critères sont remplis. À ce moment-là, il y a une reconnaissance obligatoire de l'imputabilité au service de la maladie professionnelle. Pour le deuxième cas, donc la maladie inscrite au tableau mais tous les critères ne sont pas remplis ou la maladie hors tableau, à ce moment-là, vous allez devoir
effectuer une enquête supplémentaire et donc adresser votre agent en expertise médicale auprès d'un médecin expert agréé, plus, si besoin, effectuer une enquête administrative. Ensuite, ça va déboucher sur une saisine obligatoire du Conseil médical formation plénière, donc anciennement commission de réforme, pour avis sur l'imputabilité. Donc, vous allez saisir les instances médicales. Le dossier va être présenté aux membres des instances médicales et du Conseil médical formation plénière. Le Conseil médical va rendre un avis et ensuite la collectivité devra rendre sa décision par rapport à la reconnaissance de l'imputabilité ou le refus de la reconnaissance de l'imputabilité. Concernant les délais pour le CITIS dans le cadre d'une maladie professionnelle, donc les délais qui incombent l'agent et notamment sa déclaration, donc l'agent doit effectuer sa demande auprès de la collectivité 2 ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Ce qui veut dire que si aujourd'hui l'agent a un certificat maladie professionnelle de son médecin traitant, mais que le médecin indique une première date de constatation en 2021, par exemple, il a 2 ans à partir d'aujourd'hui pour porter sa demande auprès de sa collectivité, d'accord? Puisqu'il n'a eu le certificat médical MP qu'aujourd'hui. Concernant le délai d'instruction de la demande par l'employeur, donc la collectivité a 2 mois à compter de la réception du dossier complet, c'est-à-dire le certificat médical initial et le formulaire de déclaration, la demande de l'agent. Donc vous avez 2 mois à partir de cette réception-là pour prendre rendez-vous auprès du médecin de prévention. Une fois que le médecin de prévention a rendu son avis, donc soit on est dans le cas numéro 1 et à ce moment-là, il y a une reconnaissance automatique de l'AMP. Si vous êtes dans le cas numéro 2 ou 3, vous allez avoir l'enquête administrative plus l'expertise médicale plus la saisine du conseil médical. Et donc, au délai de 2 mois s'ajoute un délai de 3 mois, donc qui porte un délai de 5 mois au total. Pendant toute la durée de l'instruction, donc au maximum 5 mois, votre agent reste placé en maladie ordinaire. Vous ne le placez pas en CITIS. C'est seulement au bout des 5 mois, si le délai d'instruction dépasse les 5 mois et que vous n'avez toujours pas rendu décision, à ce moment-là, vous placez seulement là votre agent en CITIS à titre provisoire pour la durée d'incapacité de travail indiquée sur le certificat médical initial ou de prolongation. Je vais passer la parole à ma collègue Sophie, qui du coup va enchaîner sur la prise en charge par l'employeur. Sophie, je te laisse faire le partage d'écran. Oui. Pendant le partage d'écran, il y avait une petite question sur le chat. Êtes-vous d'accord pour dire qu'aucun texte ne prévoit la transformation automatique d'un CLD imputable en CITIS pour MP? Alors là, je ne sais pas si vous pouvez répondre du tac au tac. En tout cas, on pourra. Je ne sais pas s'il y a des éléments sur cette question-là. Je ne sais pas si vous pouvez répondre là maintenant ou plus tard. Alors effectivement, aucun texte ne prévoit la transformation automatique puisque le CLD imputable a été abrogé. Donc c'est ce qui est mis dans la question. Mais en tout cas, aucun texte ne nous indique qu'on est dans l'obligation de transformer ce CLD imputable en CITIS pour MP obligatoirement. Donc pour moi, il faut renvoyer l'agent en fait en expertise pour savoir si c'est toujours à rattacher à une maladie qui serait imputable au service ou non. Et c'est ce compte-rendu d'expertise en fait qui nous permettra d'indiquer soit l'agent est placé en CLD mais à titre maladie ordinaire entre guillemets, soit on le replace en CITIS pour MP. Oui, du coup, de nouveau passage aux instances, oui. Oui, ok. Merci pour la précision. Sophie, vous pouvez y aller. Oui, d'accord. Bonjour à tous. On voit bien votre écran. Pardon? On voit bien votre écran, pas de problème. Ah d'accord, ok, merci. Donc pour la prise en charge des maladies professionnelles par l'assureur, donc c'est l'assurance statutaire qui intervient, l'assurance de l'employeur.
L'assurance statutaire va prendre en charge les indemnités journalières, ça veut dire donc c'est le salaire des agents s'ils sont en arrêt par rapport à cette maladie professionnelle. Donc après déduction d'une franchise s'il y en a. Donc c'est le garantie AT-MP sur les contrats d'assurance et aussi les frais médicaux liés à la maladie professionnelle. Donc pour permettre cette prise en charge, il faut déjà commencer par déclarer la maladie professionnelle à l'assureur. Donc la déclarer à notre service assurance statutaire. Il y a 2 cas possibles. Soit votre agent a eu des arrêts maladie qui doivent être rattachés à la maladie professionnelle. Donc dans ce cas-là, c'est un arrêt maladie dans Agir, ou vous faites directement la demande de remboursement et vous déposez les pièces dans la demande de remboursement. Ou bien c'est votre agent a déclaré une maladie professionnelle, mais pour le moment, il n'y a pas d'arrêt à rattacher à cette maladie professionnelle. Ça arrive aussi. Et dans ce cas-là, il faut nous transmettre toutes les pièces justificatives par mail à l'adresse donc générique assurance@cdg88.fr. Donc la liste des pièces justificatives qui permettent de déclarer à l'assureur. On a donc déjà la demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui est faite par l'agent. On vous demande aussi l'avis du médecin de prévention. Donc si on est dans le cas 2 et 3, il nous faudra le PV du comité médical. Il faut également effectuer une déclaration de maladie professionnelle dans Agir dans l'onglet prévention. Et là, donc il y a une petite partie observation qu'on vous demandera de bien déclarer parce que c'est pas évident de mettre le maximum d'informations sinon dans la déclaration. Donc à vérifier après quand vous allez ressortir la déclaration si tout ressort bien sur le document. Il nous faut également le certificat médical initial de la maladie professionnelle, donc établi par le médecin traitant, avec le détail des lésions. Et si d'autres des arrêts antérieurs qui avaient été déclarés en maladie ordinaire doivent être rattachés en fait à la maladie professionnelle, donc ça, il n'y a que le médecin traitant qui peut le savoir. On peut demander une attestation au médecin traitant pour justifier la requalification de ces arrêts de maladie ordinaire en maladie professionnelle. Et également donc l'arrêté de reconnaissance d'imputabilité. La collectivité en prend un pour reconnaître la maladie professionnelle, l'imputabilité de la maladie, avec la date de la maladie. Et il en faudra aussi également après pour chaque période d'arrêt. Donc bien rattacher les périodes d'arrêt à la maladie professionnelle sur des arrêtés. Donc les contrôles qu'on effectue au service assurance statutaire. Donc ce qu'on contrôle, c'est la date de première constatation de la maladie professionnelle. C'est ce qui nous pose souci en fait actuellement dans le service, c'est qu'il y a beaucoup de documents de pièces justificatives avec des dates et souvent on a plein de dates différentes. Et comme c'est contrôlé aussi souvent par l'assureur CNP, on a des dossiers qui passent pas et on doit revenir vers vous pour refaire des documents et des fois c'est pas facile de remonter en arrière pour des pièces médicales. Donc pour vous détailler ce qu'on contrôle nous dans le service, donc le médecin traitant, c'est lui qui fixe la date de première constatation de la maladie professionnelle. Donc ça permet d'identifier la maladie professionnelle parce qu'après on parle de la maladie professionnelle du 24 mars 2023 par exemple. Et cette date de première constatation, ça doit être la même sur toutes les pièces justificatives. Donc sur votre déclaration AMP que vous faites dans Agir, il faut reprendre cette date. Dans vos arrêtés, il faut reprendre également cette date. Et s'il y a des périodes d'arrêt, parce que donc le médecin traitant détermine la date, mais des fois on se retrouve avec plusieurs périodes d'arrêt et des dates de maladies professionnelles différentes sur les différents certificats médicaux. Donc si c'est le cas sur un de vos dossiers,
vous pouvez demander au médecin traitant ou alors votre agent va demander à son médecin traitant de fournir une attestation mentionnant quelles sont les périodes d'arrêt antérieures qui étaient déclarées en maladie ordinaire qui doivent être rattachées à la maladie professionnelle de telle date. Donc c'est très important, c'est vraiment ce qui bloque aujourd'hui dans notre service pour avoir des dossiers, des déclarations de maladie professionnelle complets. Compléter ce que dit Sophie, donc on est en train de préparer, nous, au niveau des instances, un modèle d'attestation, justement, que vous pourrez nous demander et qui sera à transmettre au médecin de l'agent ou à l'agent pour que lui le transmette, pour que le médecin puisse apposer dessus les périodes d'arrêt qui sont à rattacher à cette maladie professionnelle. Ça sera plus simple, en fait, si on vous fournit un modèle et que le médecin a juste à compléter. Oui. Oui, parce qu'on a vu des collectivités en fait qui, à partir du moment aussi, quand l'agent déclarait une maladie professionnelle 1 an avant, il passait tous les arrêts de maladie ordinaire entre la date de la maladie professionnelle et le jour où ils avaient la demande, ils passaient tout en maladie professionnelle. Donc c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Ou en tout cas, il faut vérifier si c'était le cas. Ça peut être le cas, mais c'est pas forcément le cas. Au niveau des délais de déclaration, donc c'est dans le contrat d'assurance statutaire, hein, tout sinistre doit être déclaré dans les 90 jours et le délai s'applique aussi pour la transmission des pièces justificatives. Quand c'est une maladie professionnelle, ce délai de 90 jours, il commence en fait à la date de l'avis du médecin de prévention parce que vous ne pouvez pas avant savoir si vous allez vraiment prendre l'arrêté ou pas. Donc ça commence, on décompte les 90 jours à partir de la date de l'avis du médecin de prévention. Voilà, donc c'est fini pour ma partie. Je mets la dernière diapo pour toi, Charline, si tu veux. Oui, donc c'était juste pour vous faire une petite explication sur toutes les fins possibles du CITIS. Donc il y a plusieurs issues possibles lorsque l'agent n'est plus positionné en CITIS. Donc la première, le fonctionnaire est apte à la reprise de ses fonctions et dans ce cas-là, il est réintégré sur son emploi après une éventuelle adaptation de poste s'il y a des préconisations qui ont été posées par le médecin de prévention. La deuxième issue possible, le fonctionnaire est inapte à l'exercice de ses fonctions et dans ce cas-là, il est réintégré sur un emploi correspondant à son grade. On parle alors de changement d'affectation. Donc, j'ai mis un exemple, un agent Reaper devient agent des espaces verts, par exemple. Donc, il reste dans le cadre d'emploi des agents techniques, mais en tout cas, il est intégré sur un autre emploi. Le fonctionnaire est inapte à l'exercice des fonctions relevant de son grade. Il est réintégré dans un autre cadre d'emploi et donc là, on parle de reclassement professionnel ou de PPR, de période de préparation au reclassement. Donc, exemple, un agent technique devient un agent administratif. Et la dernière issue possible, le fonctionnaire est inapte totalement et définitivement à l'exercice de toute fonction et donc à ce moment-là, il sera admis à la retraite pour invalidité, ce qui engendre de nouveau la saisine des instances médicales, conseil médical formation plénière, pour porter le dossier et valider la mise à la retraite pour invalidité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Je rappelle, parce que c'est quand même des domaines assez techniques, comme la visio est enregistrée, vous pourrez revenir sur cette séquence-là, revoir posément, au ralenti ou à l'arrêt, en fait, les différentes diapos de Sophie et de Charline. Si on a des questions, si c'est vraiment compliqué, Charline, Sophie, on vous appelle de toute façon. On vous met un mail, c'est peut-être le plus simple et le plus Au rapide. téléphone, oui, c'est bien par téléphone aussi. Ouais, pour les Par cas téléphone ou par mail. Oui. En tout cas, vaut mieux effectivement nous contacter directement et qu'on puisse voir le dossier avec vous. C'est toujours plus simple, de manière à ce qu'on puisse vous accompagner au mieux et au plus près de la situation de votre agent, parce que toutes les situations ne se ressemblent pas forcément. Et donc on peut avoir des agents qui complètent pas tous les critères comme on pourrait l'attendre. Donc, vaut mieux nous contacter.
Alors, il y a une question de Monsieur Zer. Charline, vous pouvez, ou même peut-être Sophie, enfin les deux, lui répondre dans le chat. C'est, je pense, une question assez technique. On passe au sujet suivant. C'est pas pour enlever la question de Monsieur Zer, mais on va essayer d'y répondre dans le chat si c'est possible. Et puis après, vous pourrez éventuellement réintervenir si jamais il y a quelque chose à l'oral à repréciser Ah oui. là-dessus. Le prochain thème, pardon, c'est tout ce qui est émission temporaire, utilisation du portail avec Ayoub et David. Et je vous laisse entre les mains de Claire, notre collègue de la com, pour les futures transitions, puisque je dois m'absenter pour 10h30. Donc, je vous laisse entre les mains d'autres collègues qui sauront clore la séquence Visio 1 heure pour tout savoir. Donc, Claire, il ne faudra pas oublier de redonner la prochaine date de Visio 1 heure pour tout savoir à la fin de la séquence. Allez, c'est parti. Ayoub, David, je ne sais pas qui prend la main, qui parle et qui projette. Je vous laisse faire. Alors, je prends la main en premier, du coup, puisque j'ai un Ah, formulaire et d'accord. une adhésion plus complète. Ok. Et comme ça, D'accord, mes deux donc action collègues pourront sociale. suivre ensuite. Voilà. D'accord, on change. Hop, je vais du coup projeter mon écran. Hop. Allez, c'est bien ce qui me semblait. Alors, je vais faire autrement. Je vais faire comme ça. Ok. Tac. Voilà. Est-ce que vous voyez bien du coup mon écran? Ou pas? Oui, on le voit bien. On voit? Merci. On voit bien. Alors, c'est parti. Merci, merci Claire. Donc, le contrat cadre d'action sociale, comme vous le savez, il est ouvert aux adhésions depuis le 1er mars 2023. Il est possible d'y adhérer encore jusqu'au 31 décembre 2026. Donc, le but, c'est quand même d'y adhérer le plus rapidement possible pour en profiter le plus longtemps possible. Donc, pour ce faire, on a envoyé un email à l'ensemble de nos collectivités qui doit ressembler à ce qui se figure justement sur l'écran partagé. Donc, plusieurs collectivités m'ont appelé en me demandant si on était bien l'origine de cet email. Oui, pas de souci, c'est pas un email frauduleux, c'est bien envoyé par notre service communication. Et donc, il vous explique que si vous souhaitez adhérer, il suffit de cliquer sur le petit bouton rose ici. Au cas où si ce bouton ne s'affiche pas, il y a un lien bleu juste en dessous. Et une fois que vous avez cliqué sur ce lien, vous arrivez sur notre portail d'adhésion. Donc sur le portail, il convient de remplir un formulaire d'adhésion qui est semblable avec d'autres services et c'est pour ça que mon collègue David tout à l'heure reviendra également, il a le même fonctionnement. Donc la toute première partie concerne la collectivité que vous voyez ici. Les informations remontent automatiquement avec le logiciel Agir. Donc il se peut par contre qu'il y ait des erreurs dans le logiciel Agir, normalement non, mais au cas où, il est important de vérifier que toutes les informations qui remontent ici soient correctes. Il en est de même pour la partie autorité territoriale de votre collectivité. Tout doit remonter automatiquement, mais il convient quand même de vérifier que les informations sont justes. Ensuite, la partie où vous aurez besoin de saisir des informations concerne le bloc qui s'appelle référent action sociale au sein de votre collectivité. Comme je l'expliquais lors des réunions d'information au sujet du contrat, il y aura évidemment encore besoin d'un référent dans la collectivité pour faire quelques actes de gestion en cours de contrat. Donc, il y a l'exigence d'au moins un référent. C'est pour ça qu'il y a une petite étoile rouge ici. Et donc, de renseigner toute cette partie de gauche au minimum. Il est préférable d'avoir quand même un référent secondaire en cas d'absence. Mais voilà, au moins un, c'est super important. La deuxième partie concerne le type d'agents qui seront bénéficiaires de l'action sociale. Parce que, comme je l'indiquais également au niveau de la présentation du contrat, il est possible que la collectivité adhère pour l'ensemble de ses agents sans distinction, sans aucune distinction, ni d'ancienneté, ni quoi que ce soit, ou au contraire avec un minimum d'ancienneté supérieur à 6 mois, ou éventuellement un troisième type d'ancienneté, et dans ce cas-là, il convient de noter le nombre de mois d'ancienneté ici.
Ensuite, on passe à la partie adhésion pure, cette fois. Donc, est-ce que la collectivité souhaite adhérer au pass social uniquement, donc les prestations d'action sociale délivrées par l'organisme Plurelia? Donc, il suffit de cocher oui ou non. Si c'est oui, effectivement, il nous demande de cocher la formule retenue, donc la formule 1, la 2, etc. On vous a rappelé les tarifs ici pour bien clarifier l'histoire de la réduction négociée. Donc le tarif qui s'affiche là est bien le tarif qui sera payé par la collectivité directement à Plurelia. Ici, on a rajouté également la petite mention des frais de gestion qui, cette fois, seront bien le montant payé au centre de gestion directement. Ici, il est important de cocher